J'aime ma boîte, c'est une fête de plaisir où tout le monde partage, je sais pas quoi, ils font des fêtes, ils se prennent en photo, on rencontre son conjoint. C'est une deuxième vie, l'entreprise. Alors je vais vous dire quelque chose, c'est extrêmement facile. Parce que vous arrivez... C'est facile d'être patron? Oh, mais c'est tellement facile. BFM Entreprise, Leadership, la méthode, sur BFM Business. Bonjour Sophie de Menton. Bonjour. Ravie de vous avoir dans cette émission Leadership. Vous êtes la présidente du mouvement patronal Éthique, fondatrice de J'aime ma boîte. Alors Éthique, c'est entreprise de taille humaine indépendante et de croissance. On va évidemment revenir sur cette activité, sur votre parcours. Mais pour commencer, je pose toujours cette question. Est-ce que vous êtes né leader? Ah, quelle question. Fille unique. D'abord, c'est important de le dire parce qu'il paraît qu'il y a une majorité de chefs d'entreprise qui sont enfants uniques. Est-ce que je suis née leader? Pas vraiment. Parents très sévères, un peu de caractère quand même. Et en fait, si, il y a un moment donné à l'adolescence où je me suis dit maintenant, on m'embêtera plus. C'est ça. Je crois que c'est plutôt le caractère qui joue. C'est le caractère, la frustration. Vos parents, ils faisaient quoi? Ils travaillaient, votre père? Votre mère ne travaillait bien sûr. pas, c'est ça, hein? Ma mère ne travaillait pas. Non, nos parents normaux, père diplomate, bon, très bien. Mais fille unique, c'est un vrai challenge. Fille unique, c'est un vrai challenge, mais c'est vrai que ça donne la niaque. Vous avez quand même créé votre première entreprise à 22 ans? Oui, parce que j'avais déjà 2 bébés. Et donc, en fait, je l'ai créé à 23 ans. Et je me suis retrouvée dans un square. Et je me suis dit, mais ma vie est finie. C'est ça, de bébé, il faut s'en occuper. Hein. Ma vie est finie. Et à ce moment-là, j'ai tout bêtement pris des petites annonces en disant, mais il faut que je fasse quelque chose. J'avais une licence d'anglais parce que je n'ai pas eu le temps de faire autre chose. Et j'ai vu Cherche enquêtrice. Je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée. J'ai été et je me suis aperçue qu'il fallait faire des enquêtes en porte-à-porte. Je me suis dit, non, mais c'est n'importe quoi avec 2 bébés. Et j'ai fait les enquêtes par téléphone. Et en fait, tout a démarré de là, par hasard. Il faut vraiment croire au hasard. Je crois qu'il y a ceux qui savent ce qu'ils veulent faire, qui ont des vocations. Et le reste, il faut vraiment savoir prendre les moments qui passent. C'est une question d'envie. Bon, là, évidemment, vous vous dites que vous avez fini votre vie, donc il faut faire quelque chose d'intéressant. Vous créez une entreprise de marketing téléphonique. Télémarketing. Première exactement. En France. Exactement, la première en France. Mais c'est une question d'opportunité, finalement, tout ce qui vous est arrivé professionnellement. Complètement. Alors, le télémarketing, complètement. Et ça m'a tout de suite intéressée. Ma mère disait d'ailleurs, tu étais tellement bavarde que d'un défaut, tu as fait une profession. Mais oui, la boîte a marché, c'était le moment, ça existait aux États-Unis. J'ai pas, à partir de là, comme j'étais toute seule, je me suis dit il faut créer un syndicat parce qu'il y avait une deuxième boîte. C'est ça, vous allez tout de suite dans le syndicat. Tout de suite. C'est ça qui est intéressant. Tout de suite dans le fait qu'on soit plus nombreux pour qu'il y ait plus de budget et pour que la profession existe. Et j'ai toujours été finalement assez rassembleuse. Comment vous la décririez? On va revenir au syndicat, bien sûr, mais cette vie de patronne, ça a duré combien de temps dans cette entreprise-là, spécifiquement? Ça a duré longtemps. Et comment vous la décririez en termes, justement, vous y arrivez un peu par hasard, en termes de responsabilité, en termes de charge, vous décririez ça comment? Je dirais que le fait d'être patron est instinctif. Il n'y a pas de patron qui ne le soit pas viscéralement, instinctivement. Je crois que ça ne s'apprend pas. On apprend à manager, on apprend à avoir des qualifications meilleures, mais ça ne s'apprend pas. Alors, je vais vous dire quelque chose, c'est extrêmement facile. Parce que vous arrivez... C'est facile d'être patron? Mais c'est tellement facile. C'est extrêmement facile. Bon, il y a des responsabilités, il y a probablement des échecs, des réussites. J'ai toujours compté sur les autres. Je sais très bien déléguer ça. Peut-être trop d'ailleurs, mais je trouve ça formidable de déléguer et d'avoir des équipes. Donc, je ne comprends pas d'ailleurs comment on peut réussir si on est un patron qui veut faire les choses lui-même et tout vérifier que ce soit fait à sa façon. Combien de salariés vous aviez? À la fin, quand j'ai vendu ma société, j'en avais 1600. 1600. C'est facile de faire une entreprise avec 1600 salariés au final. Ça se bâtit au fil des années. Alors, ça a été facile. D'abord, c'était une entreprise de télémarketing. Donc, les salariés, majoritairement, étaient des gens qui étaient au téléphone. Donc, si vous voulez, c'est facile à recruter. C'était une époque de rêve où tout le monde avait envie de bosser, finalement. La France s'est quand même appliquée à tuer le télémarketing en France. Formidable, ça. Ah, ça, c'est un exemple.
ça marchait du feu de Dieu. Il y avait des étudiants, il y avait des jeunes femmes qui venaient et on faisait 7-8 contrats de CDD par an. Parce qu'il y avait l'étudiant qui disait, là, je vais bosser pendant 3 mois, mais après, j'ai mes examens. Et on les reprenait. Eh bien, l'État, dans sa grande générosité, a dit, plus de CDD, maximum 3. Et là, c'est devenu l'enfer. C'est le monde du travail qui est devenu, c'est la réglementation qui a mis tout ça. Ça me donne envie de vous poser cette question. Vous dites que c'était facile, mais est-ce que ce n'était pas justement dû à l'époque? Est-ce que vous auriez pu refaire la même chose aujourd'hui, par exemple? Est-ce que ça aurait été la même aventure? La même, certainement pas, parce que ce qui a considérablement changé, c'est les moyens de communication. Oui. Et donc, mais le télémarketing existe. Téléperformance, qui est le groupe qui m'a racheté, a d'ailleurs connu de grandes difficultés là récemment en bourse à cause de l'IA, mais ils s'en sortiront parce qu'ils sont géniaux. Non, ça n'aurait jamais pu être la même aventure. Moi, c'était presque l'époque du 22 à Asnières. Au téléphoné, il y avait Fernand Reynaud. Enfin, j'exagère. Les années 70, 80 80, oui, un peu plus tard, mais c'était encore le téléphone. On y répondait, quelque chose de magique. Il y avait des postes fixes. On était presque plus tranquille à l'époque. Ah oui. Oui, mais tout est possible, on s'adapte. Oui, c'est ça. Et donc, on parle depuis tout à l'heure, on parlait du premier syndicat du marketing téléphonique que vous avez créé. Là, vous avez aussi pris la présidence d'Ethic. Ce qui m'intéresse, c'est en quoi c'est important, en plus de cette vie de patronne, en plus de cette vie personnelle aussi de mère, de prendre cette charge et de défendre sa profession. C'est une très bonne question. Alors, d'abord, prendre un syndicat, quand on est isolé dans sa profession, on voit qu'on a des concurrents. Moi, j'ai toujours été très curieuse. Qui sont les concurrents? Et pour développer le métier, il faudrait les connaître. Et donc, un beau jour, je dis, tiens, il y a 3 boîtes, pourquoi on ne fait pas un syndicat? Donc, on a réuni les 3 boîtes, on s'est dit si on se mettait ensemble. Ça s'est considérablement développé. Ethic, alors il y a quelque chose qui a marqué ma vie, c'est ma rencontre avec Alain Madelin. Parce qu'un jour, il était ministre, il me convoque, parce qu'il voulait mettre du télémarketing pour les points chance pour l'emploi. Je me retrouve au sein d'un ministère très impressionnée. Il décide de faire un point avec de la réception d'appels, etc. Finalement, je crois d'ailleurs que ça c'est très peu fait. Mais tout d'un coup, j'ai rencontré un ministre qui s'intéressait à ce que je faisais. J'ai découvert ce que c'était que diriger un ministère des entreprises. Et là, je suis tombée dans le bain du libéralisme. Alain Madelin était un libéral, je ne savais pas ce que c'était. Donc, il m'a posé plein de questions, je lui ai raconté ce qu'on faisait. Et pour vous donner une anecdote très amusante, Alain Madelin a monté Idéaction. Tout le monde doit se souvenir d'Idéaction, qui était une espèce de relais dans la société civile pour porter le télémarketing. Et un jour, il m'appelle, il me dit, bon, je ne peux pas, les partis traditionnels, ça ne marche plus, il faudrait que tout le monde s'y mette. Et je me souviens leur avoir dit, mais vous connaissez Tupperware? Et Tupperware, vous savez, ce sont ces réunions où on vend des machins. Il me dit, pas vraiment. Je dis, il faut faire Tupperware en politique. Et c'est comme ça qu'est née Idéaction. Et donc, ce que je veux dire, et je dis ça pour tous les gens qui ont des idées et qui les gardent pour eux, il faut absolument mélanger sa vie privée, sa vie professionnelle, les expériences qu'on peut avoir et les adapter à ce qui passe. Ça ouvre finalement ce que vous avez fait, cette rencontre, ces syndicats, ça ouvre le champ des possibles. Complètement. Complètement. Mais c'est les gens qui ferment le champ des possibles. Il est toujours ouvert, le champ des possibles. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ferment ça dans le monde du travail. Vous savez, il y a, dans ma boîte, quand on arrive, je demande quelque chose, on me dit, mais il ne voudra pas, il ne pourra pas, ce n'est pas le moment. Je dis, tous ceux qui ont gagné au loto ont acheté un billet. Alors, ils repartent et ils essaient. Et c'est intéressant, ce pessimisme, parce que justement, vous, votre action, elle a toujours été à l'encontre de ça. Là, avec les patrons, faire que les entreprises reviennent au centre du jeu, que les patrons soient considérés par la population française, alors que parfois, certains politiques essayent bien de les descendre. C'est ça qui est intéressant dans ce que vous avez fait tout au long de votre carrière, en partie. Finalement, ça aboutit à ça, vous avez tout à fait raison, et c'est vrai que c'est très intéressant. Oui. En France, là, on a un sondage qui est tombé. 68% des Français ont une bonne opinion des patrons. Ça a remonté. Et si vous saviez, est-ce que je suis contente parce que je dois être mégalo, je me dis que c'est un peu, tout petit peu dû à moi. C'est des briques parce qui que se sont rajoutées. Non, j'ai lancé la fête des entreprises. Oui. 24 ans. Et il y a 24 ans, quand je l'ai lancé, j'ai demandé un sondage. Et c'était l'IFOP, je crois, à l'époque,
qui me dit, Madame, vous n'allez pas demander est-ce qu'on aime son entreprise. Alors j'ai dit, mais si, mais il me dit, Madame, je ne vais pas vous faire un sondage pour ça. Non, les Français n'aiment pas l'entreprise. Je dis, mais je ne vous ai pas demandé s'ils aimaient l'entreprise, je vous ai demandé s'ils aimaient leur entreprise. Ah, il a dit, oui, je comprends mieux. Et il y avait une agence de pub qui réfléchissait avec moi à ça. Et j'ai dit, mais qui me disait, l'entreprise, ça apporte des connaissances. Je dis, non, je veux juste qu'on puisse se dire, j'aime ma boîte. Et là, l'agence m'a dit, vous avez le slogan. Exactement. Et on a fait le sondage, et dès le premier sondage, 70% des gens disaient « j'aime ma boîte ». Vous aimez les entreprises, vous dites, vous écrivez, on ne s'autorise pas à s'étendre sur le talent de ceux qui créent, qui dirigent, qui inventent les produits ou services à succès, le labo qui trouve le vaccin, la marque qui cartonne, le restaurant étoilé qui régale, la voiture qui fait rêver, la haute joaillerie qui fait briller les femmes. C'est dans ce livre-là que vous l'avez écrit ? Je ne me souviens pas, mais c'est très bien. Vous avez écrit. Je le réécrirai aujourd'hui. En quoi c'est important, justement, de conscientiser qu'on aime sa boîte ? Alors, d'abord, il y a deux niveaux. C'est très important pour le pays, parce que les Français sont restés. La lutte des classes, ça s'est transposé à l'entreprise. Nous avons des syndicats, pardonnez-moi de vous dire, des syndicats salariés qui n'aiment pas l'entreprise, qui n'aiment pas les riches, qui n'aiment pas la réussite. On a même eu un président de la République qui nous l'a dit, j'aime pas les riches. Bon, donc moi, folle de rage, parce qu'on ne peut pas annoncer des choses comme ça, j'ai décidé de lutter avec mes petits poings comme je pouvais par rapport à ça. Donc ça, sur un plan national, c'est indispensable. Et sur un plan personnel, vous n'allez quand même pas aller tous les jours au bureau en disant « là là, j'aime pas ça, je l'aime pas ». Reconsidérer le travail, l'effort. L'effort, le plaisir d'abord. Et d'ailleurs, J'aime ma boîte, c'est une fête de plaisir où tout le monde partage, je ne sais pas quoi, ils font des fêtes, ils se prennent en photo, on rencontre son conjoint. C'est une deuxième vie, l'entreprise. Donc, il y a deux niveaux. Moi, j'aime bien en ce moment m'attaquer au niveau économique parce que notre pays souffre terriblement et que vous avez vu que les Français aimeraient presque avoir un président de la République chef d'entreprise. Il y en a qui commencent à se lancer même déjà maintenant dans les municipales. Alors ça, je suis pas pour. Et effectivement, il y a ce débat de un bon patron ferait-il un bon président ? La réponse est non. La réponse est non, c'est pas la même chose. Non. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est différent ? Parce qu'on a les mains dans le cambouis, on règle des problèmes tout le temps. Justement, un président n'a pas les mains dans le cambouis. Il faut déléguer beaucoup. Ah, mais il faut déléguer, ils ne sont pas au courant. J'ai entendu Brigitte Macron me disant, se plaindre il y a des années, en disant, mon mari devient fou, il dit, faites-moi ça. Et 8 jours après, il dit, ça en est où ? Et c'est enlisé. Donc, il n'a pas les mains dans le cambouis. Je pense que le président de la République a beaucoup moins de pouvoir qu'on ne le croit. Et je pense que faire de la politique est un autre métier, un métier de menteur, alors que l'entreprise se doit d'une vérité permanente sur les comptes, sur les rapports avec les salariés. En revanche, il faudrait absolument que les ministres et le président de la République, on l'avait suggéré, consultent les entrepreneurs. Je disais juste, même à l'Élysée, j'avais proposé, je dis, on vous trouve un groupe de 7 entrepreneurs. Avant de décider d'un décret ou de passer une loi, vous leur donnez 48 heures pour leur demander ce que ça va faire. Mais ils consultent les mouvements patronaux. Non, ils consultent les représentants des mouvements patronaux, dits représentatifs. On les met autour d'une table. On met la CGT à côté du MEDEF, qui elle-même est à côté de la CFDT. Et puis, autour de la même table, depuis la guerre, ils s'engueulent en n'étant pas d'accord. Donc c'est ce qu'on appelle une consultation. Il faudrait un vie-ma-vie avec les patrons. C'est très juste. J'aimerais vous poser cette question parce que quand on discute avec vous, c'est prégnant. Est-ce qu'une femme chef d'entreprise, je suis désolée de vous poser cette question, mais finalement dirige différemment qu'un homme ? Alors, la réponse est oui. Et la deuxième réponse, j'ai reçu, elle est formidable, la présidente d'Orange. Et j'ai ouvert comme ça, j'ai dit, dites-moi, c'est beaucoup plus facile d'être une femme chef d'entreprise. Ouais. Elle m'a dit, c'est tellement plus facile. C'est vrai ? On était toutes les deux, il y avait une salle d'hommes qui était scotchée. C'est une façon de penser en fait sans complexe. Vous écrivez « Personne ne me piquera ma place, je suis une chef d'entreprise sans complexe et tout me semble possible, sans avoir besoin de discrimination positive parce que je le vaux bien ». C'est ça que vous pensez ? Merci L'Oréal. Non, mais c'est très intéressant. On parle souvent des difficultés, on parle des plafonds de verre que les femmes rencontrent. Enfin, comme j'étais chef, le plafond de verre, c'est moi qui l'aurais mis. Vous ne l'avez jamais connu ? Jamais.
Vraiment jamais. Bah, d'abord, j'ai pas- jamais eu de chef. Alors donc, c'est évidemment différent. Je pense que des femmes l'ont connu, bien sûr. Les femmes n'osent pas, elles n'osent pas assez. C'est la Elles n'osent journée pas de la assez. femme qui se plaignent. Oui, on a moins de temps de parole. Mais je dis, prenez-la, la parole, et gardez-la. On est dans un pays où on peut se permettre ça. Oui, Mm. soyons fiers d'être françaises. Et c'est ailleurs qu'il faut se battre pour les femmes. J'aimerais vous demander votre plus grande qualité. Alors, c'est mon plus grand défaut, c'est l'impatience. Oui, c'est plutôt une qualité. Pas sûr. C'est les deux. Bon, j'allais dire votre plus gros défaut pour le coup. Mon plus gros défaut, bah, c'est aussi l'impatience. Je veux que ce soit fait dès que j'ai eu l'idée. Et donc, ça peut me faire des erreurs. Je dois avoir énormément de défauts. Mais celui contre lequel je lutte, c'est l'impatience. Votre rôle modèle, je vous demande ça parce que dans cette histoire que vous racontez, cette facilité que vous évoquez, est-ce qu'on est aidé par sa famille? Est-ce que le personnel a un rôle là-dedans? Ou est-ce que c'est un frein? J'aimerais savoir comment vous avez vécu ça. Alors, j'ai vraiment vécu ça toute seule avec des maris formidables. Je n'en ai pas eu qu'un. Mais formidables, qui trouvaient ça génial, qui m'aidaient. Le père de mes enfants faisait la compta le soir, parce que je suis incapable de faire de la compta. Donc, eux adoraient ça. Je n'ai pas du tout de rôle modèle parce que j'ai commencé trop jeune et que j'étais beaucoup dans l'improvisation. Oui, c'est ça, vous ne vous êtes pas posé de questions. Non, non. J'ai satisfait énormément d'envie. Et alors non, c'est même amusant parce qu'il ne faut pas forcément attendre des encouragements de ses proches. Moi, j'ai des grands-enfants, je suis en train de taper du pied en disant « Vous l'avez lu mon article ?» « Non, on n'a pas le temps, t'en écris beaucoup. » Je dis « Mais vous avez vu l'émission de télévision ?» Il dit « Tu sais bien qu'on n'a pas la télé. » On va continuer là-dessus et on passe à la photo tout de suite. BFM Entreprise, leadership, la méthode. Alors, au départ, je vous avais dit qu'on avait besoin d'une photo. Vous m'avez dit, vous choisissez. Et puis finalement, vous avez quand même choisi celle-ci qu'on va montrer dans un instant. C'est une photo avec votre fille. Vous tenez des livres. C'est une collection de livres pour enfants. C'est Gallimard. En quoi elle est importante, cette photo-là, Sophie de Menton? Ah, elle est importante. J'ai une fille merveilleuse qui est absolument le contraire de moi et qui finit par être une entrepreneuse, mais complètement ailleurs, qui est une artiste, et qui est douce et patiente. Enfin, c'est extraordinaire. Et donc, on est d'une complémentarité formidable. Oui, c'est quand même quelqu'un qui fait aussi ce qu'elle veut. Ah oui. Et qui Oh là va là. un peu dans tous les sens. Et qui, Elle va- à partir du moment où elle l'a décidé, elle y Alors, va. elle va pas dans tous les sens. Elle a beaucoup de cordes à son arc et elle les travaille. C'est une sculpteure extrêmement talentueuse. Elle écrit bien, mais c'est la sculpture qui la tient. C'est une aventurière. Elle va faire le Mont Blanc là bientôt. Elle est une femme terriblement indépendante et pas forcément dans les mêmes secteurs. Et il se trouve qu'on a écrit ensemble toute une collection de livres pour enfants chez Gallimard. Et Pourquoi les livres pour enfants? c'est une très jolie histoire. D'abord, elle m'a fait des enfants merveilleux. Mon fils aussi, d'ailleurs, des petits-enfants. Et finalement, on doit quand même avoir les mêmes goûts. Et je me promène avec mon petit-fils Virgile. Je prends de l'argent au Distribank. Et il avait, je ne sais pas, 6 ans. Et il me dit, qui c'est le monsieur qui te donne des billets derrière le mur? Compliqué comme question. Et je me dis, mais c'est génial. J'avais déjà écrit l'entreprise racontée aux enfants pour leur expliquer. Et je me dis, c'est génial. Je propose l'argent raconté aux enfants à Gallimard, qui me dit oui tout de suite. On a même eu le prix, figurez-vous. Et ça commence par la première question, c'est qui le monsieur qui te donne l'argent? Et donc, quand on écrit des livres avec Alexia, parce qu'on en écrit encore en ce moment, maintenant ils sont beaucoup trop grands, mais quand ils étaient petits, on les mettait en cercle et on leur faisait poser des questions. C'est magique, les enfants. Oui. Et c'est Une important aussi. imagination formidable. Et de leur expliquer ces concepts d'adultes très tôt, c'est ça aussi C'est qui est que des important. livres qui parlent de concepts d'adultes. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est une très belle photo, effectivement. Vous parliez des livres. Au total, 25 livres à peu près, vous avez publié près. entre cette collection-là et puis les livres pour Et adultes, les autres. dont celui-ci. Réussir, c'est possible. 42 parcours de patrons made in France. Ça aussi, c'est vous qui créez des rôles modèles, en fait, pour les suivants.
Non, non, alors là, ils n'ont pas du tout de rôle modèle. J'ai pris des patrons que j'ai interrogés, et alors, c'était le contraire, c'est des autres émissions, parce que c'était l'émission Patron en question, et je ne leur demandais pas combien ils gagnaient, le chiffre d'affaires, où ils avaient emprunté, etc. Je voulais justement, en fait, leur poser les questions que vous me posez. Et je disais, mais comment vous avez fait et pourquoi cette idée et ça allait de celui qui a monté une boîte d'informatique pendant le Covid en douce en disant à ses parents qu'ils suivaient ses études. Ça parle, je pense à Comme J'aime qui a inventé comme ça, je pense à des purées instantanées, il ne faut pas citer de marque peut-être, des purées instantanées. On est sur BFM Business, ça passe. Oui, ça passe. Oui. Mais les purées mousseline où il a fini par acheter la boîte alors qu'il était un simple cadre. Mais c'est inspirant quand même, c'est des parcours inspirants, c'est ça. Oui, c'est pour ça que j'ai écrit, Oui, oui. pour les autres. C'est ça, c'est pour les autres. Alors, est-ce que c'est des rôles modèles? Ils ont de telles personnalités. Enfin, à Flelou, il a une boutique, il est doué, il a fait de l'ophtalmo, bon, enfin, il a une boutique de lunettes et on lui dit, monsieur, ça marche très bien, il faut déménager à prendre une plus grande. Ah, il dit, je ne veux pas quitter ma boutique. Alors, on lui dit, mais enfin, ah, il dit non. Alors, coup de bol, on en trouve une autre en face. Donc, on prend la deuxième boutique en face. C'est comme ça qu'il en a plusieurs milliers dans le monde. Eh oui, parce qu'il n'a pas voulu quitter sa boutique où il était bien. Toujours suivre son instinct. On va conclure tout de suite. BFM Entreprise, Leadership, la méthode. On va revenir sur ces décorations que vous avez eues. Vous êtes chevalier de l'Ordre national du mérite en 88, promu officier en 96, commandeur en 2005. Vous êtes chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur depuis 2000, promu officier en 2010. Cela, plus la vie d'entreprise, la vie de famille, la vie d'éthique. De quoi vous êtes le plus fier? Mes enfants. Ah mais alors là, et même mieux, je me demande si c'est pas mes petits-enfants. Alors, c'est pas de la fausse modestie, mais j'ai eu beaucoup de décorations parce que j'étais une femme. Parce que maintenant, je vous signale que quand on met des décorations, on dit oui, mais on a besoin de femmes là. Voilà. Le mérite, oui, on peut considérer que je l'ai mérité. La Légion d'honneur, pas en quoi. Mais peut-être parce que j'étais à l'étranger un peu. De quoi est-ce que je suis fière? Les choses dont je suis le plus fière, c'est quand j'ai écrit un article ou un livre et qu'il est lu. C'est finalement la chose dont je suis le plus fière. C'est ce retour-là, oui. Finalement. Pour terminer, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui veulent, qui essayent de devenir aujourd'hui patron? Alors, je dirais qu'il faut quand même avoir une petite idée avant d'être patron. Alors, l'idée, elle peut venir en 5 minutes. Mais je ne crois pas du tout dans les écoles de commerce ou de petits jeunes qui disent maintenant je veux être patron. La plupart vous expliquent qu'ils veulent être patron pour ne pas avoir de patron. Et puis, c'est le statut qui leur plaît. Il ne faut pas que ce soit le statut. D'ailleurs, être patron, on peut l'être parce qu'on est promu dans une boîte, par exemple, on peut devenir patron. Mais entrepreneur, personne ne vous le donne. Il faut le décider. Oui. Merci beaucoup, Sophie Dormenton, de nous avoir exposé votre méthode de leadership. Merci d'être venue dans cette émission. Et si vous voulez connaître la méthode des leaders, l'émission est disponible en replay, en podcast et sur tous nos réseaux sociaux, bien sûr. Et tous les lundis à 12h30 sur BFM Business. Passez une très bonne journée. BFM Entreprise, Leadership, la méthode, sur BFM Business.